Dans les temps anciens, il y avait un jeune noble nommé Fu Ling. Pour une raison inconnue, Fu Ling a été puni par le roi et forcé dans une situation sans issue. Sachant son destin à l'avance, Fu Ling a confié à un serviteur nommé Xiao Han un parchemin, lui demandant de le prendre et de partir. Xiao Han savait que c'était un héritage précieux de la famille de Fu Ling, mais puisque Fu Ling le lui avait donné, il n'avait d'autre choix que de fuir, changer de nom et endurer l'humiliation pour survivre. Le roi éradiquerait sûrement toute la lignée de Fu Ling, mais si un jour le parchemin était découvert par quelqu'un de manière inattendue, Xiao Han devait guider et diriger cette personne pour hériter de la volonté de Fu Ling et accomplir la mission inachevée que Fu Ling lui-même ne pouvait pas accomplir. Fu Ling regrettait d'avoir fait témoigner Xiao Han de cet événement tragique, mais il croyait que Xiao Han accomplirait la tâche qu'il lui avait confiée. Il n'avait pas encore complètement découvert la vérité du monde, alors il voulait laisser son héritage aux générations futures pour continuer son chemin inachevé. Le temps passa et l'histoire se déplaça vers un lac où un batelier ramait au milieu de l'eau. De façon inattendue, ce batelier assassina une femme directement sur le bateau et jeta ensuite son corps dans le lac. Sur la rive, une jeune femme arriva au lac et un vieil homme l'informa que récemment, un épais brouillard couvrait la région, rendant impossible pour quiconque de continuer à travailler en tant que batelier. Il ne restait plus qu'un seul érudit pour transporter les gens. Peu de temps après, cet érudit est retourné au quai et s'est présenté comme Di Sheng, disant qu'il était venu reprendre le travail de l'ancien batelier. La jeune femme et quelques autres ont ensuite embarqué sur le bateau pour traverser de l'autre côté. Le bateau avait une variété de pâtisseries et de thé préparés pour eux, leur permettant de manger et de profiter du paysage en attendant d'atteindre l'autre rive. La jeune femme a rencontré de manière inattendue un jeune homme blond qui dévorait les pâtisseries avec voracité. Voyant cela, elle lui a versé une tasse de thé et il a expliqué qu'il n'avait rien mangé récemment et qu'il avait très faim. Alors que le bateau partait, la jeune femme, ayant été invitée, a également essayé quelques pâtisseries. Le jeune homme lui a ensuite donné un bonbon à manger avant de s'asseoir pour profiter de la vue. Peu de temps après, tous les passagers du bateau se sont progressivement endormis. La jeune femme, cependant, s'est soudainement réveillée et a demandé à Di Sheng jusqu'où ils avaient voyagé et s'ils pouvaient voir à travers le brouillard dense. Di Sheng a commencé de manière inattendue à lui raconter une histoire. Il y a longtemps, il y avait un couple profondément amoureux, mais en raison de différences de statut social, les parents de la fille l'ont forcé à rompre avec le jeune homme qui n'était qu'un pauvre érudit. La séparation forcée a brisé le cœur de la jeune femme, l'amenant à tomber malade et à décéder. Peu de temps après, quand le jeune homme a entendu la nouvelle, il était dévasté. Dans son chagrin, il a volé son corps et l'a pleuré chaque jour. Un jour, il a soudainement vu sa silhouette sur le lac couvert de brouillard. La reconnaissant comme sa bien-aimée, il a essayé de l'atteindre, mais la distance était trop grande. Alors il ne pouvait que se tenir sur le rivage et la regarder. Au fil du temps, la distance entre eux s'est réduite de plus en plus jusqu'à ce qu'ils puissent finalement être ensemble. Le jeune homme l'a suivi dans le lac mystérieux. Cependant, Di Sheng pensait que le savant n'avait pu retrouver sa bien-aimée que parce que sa propre force vitale s'épuisait, leur permettant de se rencontrer une fois sa vie terminée. Le jeune homme aux cheveux blonds, s'étant réveillé à ce moment-là, accusa Di Sheng de tenter l'inverse, utilisant la vie des vivants pour combler l'écart entre les royaumes des morts et des vivants. Il dévoila le tour de Di Sheng de droguer les pâtisseries et se moqua de l'idée qu'un tel tour bon marché pourrait le tromper. À ce moment-là, une autre personne est arrivée, amenant un bateau plus près. Il a rejeté l'histoire de Di Sheng comme rien de plus que des paroles trompeuses destinées à induire les autres en erreur. En réalité, a-t-il affirmé, l'érudit de l'histoire n'était qu'un fou qui, submergé par son désir pour son amour perdu, avait simplement sauté dans le lac et s'était noyé. Di Sheng a refusé de croire cela et a insisté sur le fait qu'il avait vu l'esprit de son bien-aimé. Il a déclaré que seulement quelques sacrifices de plus seraient suffisants. Sans hésitation, l'homme brandissant une épée s'est immédiatement précipité en avant et a tué Di Sheng, l'envoyant dans l'au-delà pour retrouver son bien-aimé comme il le souhaitait. Le jeune homme aux cheveux blonds a alors demandé pourquoi l'épéiste avait agi si cruellement. L'homme a répondu que Di Sheng avait commis un meurtre et méritait donc d'être puni de mort. Il a ensuite invité le jeune homme aux cheveux blonds à l'accompagner, mais celui-ci a refusé. Le brouillard au-dessus du lac s'est ensuite complètement dissipé, tandis que la jeune femme se demandait qui parmi eux avait dit la vérité. Le jeune homme a remarqué que les cieux ne révèlent souvent pas toute la vérité aux mortels, et que parfois cela pourrait être considéré comme une miséricorde. Ce soir-là, le jeune homme est allé rencontrer une connaissance en ville. Il a été révélé que son nom était Yang Yao, tandis que l'autre homme était Yan Han. Depuis 2 ans,
Yang Yao profitait des repas gratuits chez Yan Han, alors Yan Han a décidé qu'aujourd'hui, il ne traiterait pas Yang Yao à un repas. Yang Yao a ensuite demandé à propos de la jeune femme qui observait Yan Han de loin, et Yan Han a déclaré qu'elle le suivait depuis un certain temps, mais qu'il n'avait pas pu l'approcher. Comme il ne pouvait plus profiter gratuitement, Yang Yao est parti, seulement pour être approché de manière inattendue par la jeune femme. Elle a demandé à Yang Yao le nom de Yan Han, et a dit qu'elle avait quelque chose à discuter avec lui, mais Yang Yao lui a dit que Yan Han n'était pas quelqu'un de facilement accessible. Soudain, des démons sont apparus et ont attaqué Yan Han, le poussant à riposter immédiatement. La jeune femme a alors réalisé que les démons étaient attirés par la lanterne que Yan Han tenait et s'est précipitée vers lui. Yan Han, prise au dépourvu par son approche soudaine, lui a laissé tomber la lanterne dans les mains. Comme prévu, les démons ont été attirés par la lanterne et ont commencé à poursuivre la jeune femme. Yan Han a rapidement demandé à Yang Yao de s'occuper d'elle pendant qu'il mettait en place une formation. Yan Han a ensuite établi un cercle magique pendant que Yang Yao déroulait un parchemin et commençait à dessiner. Il a alors fait disparaître la jeune femme juste avant que Yan Han ne déclenche son sort, invoquant un corbeau qui a rapidement volé et anéanti les démons. Yan a alors demandé où était passée la jeune femme, à quoi Yang Yao a répondu qu'il l'avait scellée à l'intérieur du parchemin. Il a exhorté Yan à écouter au moins ce qu'elle avait à dire et, si possible, à l'accepter comme servante puisqu'il était un tueur de démons occupé. Cependant, Yan se considérait comme une existence toxique et ne pouvait pas permettre à quiconque de rester à ses côtés trop longtemps. Yang Yao voulait simplement qu'il écoute la jeune femme. Yan a ensuite déposé 2 gouttes de sang sur la peinture, libérant la jeune femme. Elle était ravie de rencontrer enfin Yan en personne. Lorsqu'il a demandé son nom, elle a répondu qu'une personne comme lui ne devrait pas se donner la peine de connaître le nom de quelqu'un qui ne reviendrait pas. Elle voulait seulement le remercier avant de se transformer en une petite coupe de vin. Yan se souvint soudain qu'il y a des années, lors d'un voyage de travail, il avait croisé une jeune femme décédée au bord de la route. Il l'avait enterrée et avait placé cette coupe de vin sur sa tombe. Il semblait qu'elle était maintenant revenue simplement pour exprimer sa gratitude. Yang Yao s'est rendu compte qu'il avait appris quelque chose aujourd'hui. Le désir des vivants pour les morts conduit à la déchéance, tandis que le désir des morts pour les vivants leur permet de prospérer. Yang Yao a ensuite invité Yan à manger, mais Yan savait très bien qu'il finirait par payer. Le lendemain matin, Yan a eu des visiteurs inattendus. Ces personnes ne semblaient pas ordinaires, car elles étaient venues acheter une grande quantité de vin chez lui. Après que la jeune femme aux cheveux blancs ait pris le vin, la jeune femme aux cheveux noirs a décidé de rester un moment avec certains de leurs accompagnateurs. La femme aux cheveux blancs lui a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait tant qu'elle ne causait pas de problème pour leur maître. Dès qu'ils sont partis, Yan a soudainement senti que quelqu'un à proximité l'observait, mais il n'y a pas prêté beaucoup d'attention et est rentré à l'intérieur. Yang Yao est alors revenu de manière inattendue, affirmant qu'il était venu féliciter Yan. Étant donné que Yan avait fait fortune en vendant un seul pot de vin la veille et qu'il en avait maintenant vendu 10 fois plus, il était sûrement sur le point de devenir riche. Passons au sujet principal. Yang Yao a demandé à Yan si elle connaissait l'arrière-plan de ces personnes, car elles dépensaient de l'argent de manière extravagante et n'étaient clairement pas des individus ordinaires. Yan n'était pas tout à fait sûr, mais a supposé qu'elles étaient associées à quelqu'un nommé Jintian. Yang Yao pensait que ces personnes étaient extrêmement ostentatoires. Les cultivateurs ordinaires s'habillaient généralement modestement, mais ces individus étaient parés d'or, d'argent et de vêtements luxueux. Après quelques divagations, Yang Yao en est finalement venu à son véritable objectif, demander de l'argent à Yan. Il a été immédiatement mis à la porte. Se promenant dans le marché sans rien à manger, Yang Yao se sentait découragé. Il se tourna alors vers la jeune femme nommée Xuan Kai, lui demandant s'il y avait un moyen pour lui de retourner dans le monde des esprits pour retrouver sa force à chaque fois qu'il avait faim, plutôt que de devoir chercher de la nourriture comme un humain ordinaire. Xuan Kai était à l'origine un démon et travaillait actuellement pour Yan. Elle était aussi plutôt silencieuse. Yang Yao remarqua alors de manière inattendue la fille aux cheveux noirs du matin qui était venue acheter du vin, ainsi que plusieurs autres personnes qui prêchaient des doctrines et promouvaient leur Jintian ici. Il a trouvé leur présentation excessivement ostentatoire. Il a ensuite remarqué que les gens autour étaient méfiants et les considéraient comme des imposteurs. Cependant, peu de temps après, un homme a conduit son père vers la fille aux cheveux noirs, demandant son aide. Yang Yao a réalisé qu'il s'agissait d'une mise en scène et que le père et le fils faisaient partie du plan de la fille. La fille a alors prétendu que le père était tourmenté par des démons et a sorti un talisman de Jintian pour effectuer un rituel. Le talisman est rapidement devenu rouge et a éclaté en flammes. Et le père s'est immédiatement rétabli,
faisant que les villageois environnants ont cru en elle sans poser de questions. Yang Yao était surpris qu'un scénario aussi artificiel puisse encore gagner la confiance des gens. En conséquence, les villageois se précipitèrent avec empressement pour acheter les talismans afin de protéger leur maison des malheurs. Soudain, un jeune garçon pauvre s'approcha, suppliant la fille aux cheveux noirs de soigner son père qui n'avait pas pu marcher depuis plusieurs jours. Alors qu'elle était entraînée, elle demanda si le garçon avait de l'argent pour payer. Elle lui proposa le prix le plus bas que les villageois avaient payé pour un talisman, mais le garçon n'avait pas d'argent. Yang Yao est alors intervenu et a décidé de payer pour le garçon. Comme il n'avait pas d'argent non plus, il a prévu d'utiliser le vin de Yan Yan comme paiement à la place. Les trois se dirigèrent alors vers la maison du garçon. La fille se demandait pourquoi Yang Yao les suivait et il répondit qu'il devait observer le processus de traitement. Il demanda aussi ce que faisait le père du garçon pour vivre. Le garçon répondit que lui et son père étaient de simples agriculteurs, ce qui amena Yang Yao à soupçonner que le père avait contracté une maladie due au sol. Leur maison était à l'origine un manoir abandonné qui appartenait autrefois à une famille riche. Alors, il s'y était installé temporairement. En arrivant, Yang Yao a soudainement hissé le garçon sur un arbre, lui disant de rester en place et de ne pas entrer dans la maison. Dès qu'il est entré et a vu le père du garçon, Yang Yao a demandé à la fille si elle pouvait voir l'entité à l'intérieur. Elle ne pouvait que la sentir, mais ne pouvait pas la voir clairement car ce n'était pas la nuit. Yang Yao a ensuite demandé si elle savait utiliser le vin de Yan Yan, lui lançant une flasque pour l'aider à percevoir la présence hantant la maison. C'était une statue en pierre. Yang Yao a supposé que les familles riches plaçaient souvent des statues en pierre pour protéger leur maison. Bien que la famille soit partie depuis longtemps, la statue gardienne était restée pour remplir son devoir. Il semblait que le père du garçon l'avait accidentellement déterré, ce qui avait conduit à son affliction. La fille voulait l'aide de Yang Yao au lieu de ses explications sans fin, mais il a dit qu'il voulait simplement voir comment un disciple de Jin Tian gérerait un problème aussi mineur. Ne voulant pas qu'un disciple de Jin Tian soit perçu comme incompétent, la fille a sorti un talisman pour attaquer la statue de pierre. Cependant, la statue a poussé un rugissement et l'a envoyé valser. Juste au moment où il était sur le point de l'écraser, Yang Yao a utilisé son parchemin pour absorber la statue de pierre, la faisant revenir à sa forme originale. Il lui a dit que simplement l'enterrer suffirait à gagner du mérite. Elle a réalisé qu'elle avait été complètement inefficace et a reconnu sa grande compétence. Elle a ensuite demandé à connaître sa véritable identité, mais il a simplement prétendu être un voyageur errant indigne de mention. Elle l'a invité à rejoindre Jin Tian sous son commandement afin qu'il n'ait plus à errer dans le monde. Elle croyait qu'avec son talent, il pourrait gagner en renommée et en fortune. Cependant, il a refusé de tromper les gens pour de l'argent. La fille est devenue en colère, argumentant que s'il disait la vérité, les gens le considéreraient simplement comme un monstre ou une bête de foire. Yang Yao devait savoir à quel point le monde était injuste envers les gens comme eux. Seules des personnes comme eux pouvaient voir les démons, alors que les gens ordinaires ne le pouvaient pas. Pour cette raison, les gens ordinaires ne croyaient pas aux paroles de ceux qui avaient des capacités spéciales. Ils ne faisaient confiance qu'à ce qu'ils voyaient et à ce qu'ils croyaient, tandis que ceux qui avaient des capacités spéciales étaient méprisés et ostracisés. Et pourtant, des gens comme eux devaient encore protéger les humains. Qu'est-ce qui a donné aux humains le droit de leur faire subir une telle injustice? Elle a affirmé que Jin Tian était celui qui avait rétabli l'équité pour les gens comme elle, donc elle accepta de mentir si nécessaire. Mais Yang Yao n'était pas d'accord. Il croyait que tant qu'il suivait ses propres principes, c'était suffisant. Il n'était pas nécessaire de suivre les principes du ciel et de la terre. Plus tard, ils ont rencontré la fille qui avait précédemment surveillé Yan, et elle s'appelait Jilei. Elle a cherché Yan Han de manière inattendue pour lui demander de devenir son disciple, mais Yan Han a refusé. Jilei a alors rappelé à Yan Han combien de difficultés et de souffrances sa mère avait endurées à cause du monde. Elle ne pouvait pas accepter que sa mère doive rester seule pour le reste de sa vie sans pouvoir changer quoi que ce soit. Cependant, Yan Han croyait que la nature avait déjà tout décidé et personne ne pouvait aller à son encontre. Ce qui était perdu ne pouvait jamais être changé. Cette nuit-là, Jilei ordonna à son frère cadet de voler un pot de vin de Yan Han pour l'aider à se réunir avec leur mère. Quand Yan Han inspecta le stockage du vin cette nuit-là, il découvrit ce qui s'était passé. Jilei et son frère apportèrent le jar sur un site rituel. Après avoir placé les talismans aux endroits nécessaires, elle versa le vin sur la formation rituelle, créant une orbe lumineuse. Elle fit ensuite absorber les talismans par l'orbe, le transformant en une boule de feu. Son frère l'a reconnue comme la magie de leur mère, même si elle ne leur avait jamais enseigné. Naturellement, Jilei l'avait appris en secret, et maintenant elle voulait revoir sa mère pour lui poser ses questions non résolues. Elle a ensuite confié le reste du rituel à son jeune frère, suivant les instructions que leur mère lui avait transmises. Peu de temps après,
Ji-Lei s'est soudainement précipité vers Yan-Han pour demander de l'aide. Yan-Han a réalisé que le vin volé avait causé une sorte de désastre. Yang Yao, qui dormait sur un toit voisin, a également entendu le bruit. Ji-Lei a admis avoir volé le vin, mais a supplié Yan-Han d'aider son frère car il était innocent et n'avait aucune part dans ses méfaits. Yan-Han est parti, non pas pour l'abandonner, mais pour aide. En chemin, il lui a demandé quel était son véritable objectif. Elle a avoué qu'elle voulait simplement voir sa mère une fois de plus. Cependant, Yan-Han lui a dit que les morts étaient morts et que les vivants devaient continuer. Mais Ji-Lei n'était pas prête à accepter cela. Elle avait entendu dire que sa mère était incroyablement belle et avait des yeux doux. Pourtant, à cause d'une seule trahison, sa mère avait changé radicalement, vivant pour toujours dans la solitude avec un cœur aussi froid que des cendres. Yan-Han a dit que rien ne se passe jamais comme on le désire, donc ce qui était dans le passé devrait rester dans le passé. Quand ils sont arrivés sur le site du rituel, Yan-Han a été étonné que les deux enfants aient réussi à accomplir autant. Il a ensuite vu l'esprit vengeur de leur mère et a immédiatement attaqué pour la chasser loin de son frère cadet. Cependant, elle s'est rapidement rétablie et a commencé à riposter contre Yan-Han. Il a dit à Ji-Lei de prendre son frère et de partir, mais elle s'est soudain retournée contre lui, attrapant un maillet et frappant la formation rituelle. L'impact a créé une réverbération qui a provoqué de graves maux de tête chez l'esprit vengeur et son frère. Elle a alors déclaré qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de son frère. Elle croyait qu'il n'était pas digne d'être le fils de leur mère, alors elle l'utiliserait comme une offrande sacrificielle. Parce qu'elle respectait et chérissait profondément leur mère, elle était prête à tout pour restaurer l'honneur que leur mère tenait à cœur. Elle a alors frappé le tambour à plusieurs reprises, rendant les réverbérations encore plus intenses. Yan-Han a essayé de sortir son frère de la formation rituelle, mais lui aussi était piégé à l'intérieur. Après les battements de tambour incessants, l'esprit vengeur de leur mère a soudainement disparu. Ji-Lei a alors reproché à Yan-Han la disparition de leur mère, poussant son frère à une rage incontrôlable, le conduisant à attaquer Yan-Han. Le jeune frère a soudainement invoqué des vignes pour lier fermement Yan-Han, et Ji-Lei a même essayé de le convaincre de sortir son épée pour achever Yan-Han. Le frère a chargé en avant et a poignardé Yan-Han. Yan-Han a essayé de les avertir que son sang était empoisonné, mais bien sûr, Ji-Lei savait déjà qu'elle voulait que son frère meure aussi. Le poison dans le sang de Yan-Han a réagi, et le sang qui a éclaboussé le frère cadet lui a causé une douleur immense. Yan-Han s'est ensuite effondré, son sang s'écoulant et remplissant la formation rituelle. La formation a ensuite été activée, forçant Yang Yao à se précipiter. Il a rapidement appelé Xuan Kai et lui a dit de détruire certaines parties de la formation. Cependant, Yan-Han a tenté désespérément d'avertir Yang Yao de ne pas s'approcher davantage. Pendant ce temps, nous avons rencontré le célèbre Jin Tian. Il était venu rendre visite à un moine nommé Monsieur Shan. Après quelques politesses échangées avec Monsieur Shan, il entra pour saluer un fonctionnaire à l'intérieur. Jin Tian a remarqué que dorénavant, ils travaillaient sous l'autorité de la cour impériale, alors ils devraient veiller les uns sur les autres. Mais quand Jin Tian est entré, Monsieur Shan a souri et a remarqué qu'il n'était rien de plus qu'un singe portant un chapeau d'homme, et tôt ou tard, il lui montrerait ce qu'était la vraie fortune. Pendant ce temps, Yang Yao avait emmené Yan-Han dans un endroit sûr. Lorsque Yan-Han a repris connaissance, il a demandé où ils étaient et combien de temps il avait été inconscient. Yang Yao lui a dit qu'il n'avait été inconscient que pendant une courte période, et que cet endroit semblait se trouver sous l'autel avec un passage devant. Quand Yang Yao a essayé d'aider Yan-Han à bouger, Yan-Han l'a averti de ne pas toucher son sang empoisonné. Cependant, Yang Yao a plaisanté en disant qu'il avait peut-être une constitution particulière capable de résister au poison. Yan-Han a insisté sur le fait que personne ne pouvait supporter son sang. Il a ensuite parlé à Yang Yao d'un guérisseur célèbre de la génération précédente, dont Yang Yao avait déjà entendu parler. Elle avait passé sa vie à aider d'innombrables personnes et avait promis de guérir le sang empoisonné de Yan-Han. Mais à la fin, même elle n'a pas pu résister au poison et est décédée de manière inattendue. Cette guérisseuse était la mère de Yan-Han. À cause de cela, Yan-Han croyait qu'il ne pourrait jamais entrer en contact avec des gens ordinaires. Yang Yao ne pouvait que soupirer, puis déroula un parchemin spécial enveloppant Yan-Han dedans. Il a expliqué que ce parchemin était imperméable et inifugé, donc il pouvait porter Yan-Han sans s'inquiéter de toucher son sang. Alors que Yang Yao portait Yan-Han, il a demandé des nouvelles des deux enfants d'avant.
Yan Han a expliqué qu'ils étaient les enfants d'une certaine dame et avaient hérité de certains talents de leur mère. Cette dame avait été une célèbre exterminatrice de démons, mais comme cela remonte à 30 ans, Yong Yao n'en avait probablement jamais entendu parler. Les deux ont finalement découvert une porte massive. Quand Yong Yao l'a poussée, elle s'est ouverte de manière inattendue. Cependant, en entrant, ils ont trébuché sur le seuil élevé et sont tombés. Yan Han a examiné les fresques murales, tandis que Yong Yao a remarqué une épée massive enchaînée. Curieux de savoir ce que Yan Han faisait, Yong Yao lui a jeté un coup d'œil et l'a vu regarder intensément les fresques, l'air très étonné. Yong Yao a ensuite couru pour examiner lui-même les peintures murales et a trouvé des inscriptions indiquant que ces peintures représentaient les 12 généraux du clan Yin Yuan. Yan Han semblait reconnaître ces noms et avait du mal à croire ce qu'il voyait. Il était tellement abasourdi qu'il a demandé à Yong Yao de l'aider à sortir par l'entrée principale. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont été choqués de découvrir qu'il s'agissait du même hôtel que la nuit précédente. Cependant, au lieu d'être en ruine, il avait été entièrement restauré à sa grandeur d'origine. Yong Yao refusait de croire que c'était une illusion parce que tout semblait trop réel. Même si Yan Han savait que ce n'était pas une illusion, il ne pouvait pas accepter que cet endroit soit réel, car le clan Yin Yuan avait disparu sans laisser de traces dans les temps anciens. Soudain, une femme est apparue, c'était la mère de Jilei, Dame Fuling. Elle a reconnu Yan Han et en voyant ses blessures, a proposé de le soigner. Elle a aussi demandé des nouvelles de Yong Yao, ce à quoi Yan Han l'a présenté comme un ami. Alors qu'il marchait, Yong Yao s'émerveillait de la manière dont les ruines de la nuit précédente avaient été si magnifiques. Il se demandait aussi comment Fuling connaissait Yan Han. Yan Han a expliqué qu'il lui avait rendu visite avec son père quand il avait 5 ans. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle le reconnaissait encore après toutes ces années. Yong Yao avait aussi du mal à croire que Fuling, malgré ses 2 enfants, avait toujours l'air si jeune. Yan Han ne pouvait que prendre les choses comme elles venaient. Fuling a ensuite convoqué un grand nombre de médecins pour soigner Yan Han. Il les a avertis de son sang empoisonné, craignant qu'il ne leur fasse du mal. Fuling a demandé à ceux qui étaient expérimentés et bien informés sur l'état de Yan Han de rester, tandis que les autres ont été invités à attendre dehors. 3 médecins sont restés, assurant Yan Han qu'il connaissait bien la nature de son sang et qu'il ferait attention à ne pas commettre d'erreurs qui le forceraient à les blesser involontairement. Ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter tout contact direct avec son sang. Une fois que tout était réglé, ils ont pris congé, permettant à Yan Han de se reposer et de récupérer. Quelque temps plus tard, alors que Yan Han se remettait, une servante est soudainement arrivée, incitant Yong Yao à sortir pour enquêter. La servante a rapporté que quelqu'un avait livré une lettre pour Yan Han. L'expéditeur était une jeune fille de son âge, portant une lanterne et une cloche à son pied. Cependant, la lettre était vide, laissant Yong Yao perplexe quant à son contenu, mais Yan Han a demandé à la voir et dès qu'il l'a tenue, il a compris le message. C'était de la part de son père. Yong Yao est ensuite sorti pour vérifier la situation et a été surpris de voir que tout semblait différent de ce dont il se souvenait. Soudain, une vieille femme a reconnu qu'il venait de la résidence de Lady Fuling et a supposé qu'il était un invité honoré de sa part. Elle croyait aussi qu'il était un exterminateur de démons, exprimant une profonde gratitude et attribuant la paix de la région à des gens comme lui. Elle lui a offert des gâteaux pour le remercier. En entendant cela, d'autres ont aussi décidé de lui offrir de la nourriture pour obtenir sa faveur. Bien que Yong Yao n'ait pas pleinement compris la situation, il était ravi de recevoir de la nourriture. Bientôt, les habitants de la ville l'entourèrent de cadeaux et avant qu'il ne le sache, on lui offrait plus qu'il ne pouvait emporter, y compris du bétail comme des vaches et des chèvres. Submergé et confus, il accepta les cadeaux, seulement pour être surpris quand ils se prosternèrent soudain devant lui. Incapable de gérer la situation, il s'est enfui précipitamment. Pendant ce temps, Lady Fuling préparait un festival à venir lorsqu'elle a remarqué Jilei jeter un coup d'œil dans sa résidence. La prenant pour une fille sans abri, elle a sorti de la nourriture pour elle. Remarquant que Jilei n'était pas d'ici, elle lui a demandé son nom et d'où elle venait. Jilei, satisfaite de revoir sa mère, a donné son vrai nom, mais a choisi d'agir comme si elles étaient des étrangères. Ailleurs dans les ruines actuelles, un homme connu sous le nom de Monsieur Money Eyes était arrivé. Il a juré de ne jamais oublier les injustices faites à leur espèce, le peuple du clan Yin Yuan, et même au grand seigneur Fuling autrefois. Pendant ce temps, Yong Yao avait réussi à échapper aux villageois trop enthousiastes et haletés d'épuisement. Bien que recevoir des cadeaux était agréable, quelque chose semblait pas normal. Les gens l'avaient appelé membre du clan Yin Yuan, ce qui l'a dérouté. Puis, entendant le bruit de l'eau qui coule à proximité, il a sauté sur un mur pour enquêter. Ne voyant rien d'autre qu'une cour ordinaire,
il ferma les yeux pour se concentrer sur son ouïe. Soudain, il perçut des images étranges et sauta en bas pour tomber directement dans l'eau. Émergeant de la surface, il réalisa que l'endroit dans lequel il était tombé était complètement différent de ce qu'il avait vu auparavant. En explorant cet endroit mystérieux, il s'émerveilla de son existence. En même temps, Yan-Han avait suffisamment récupéré pour marcher et regarder le ciel quand Yong-Yao est revenu. Curieux, Yong-Yao a demandé ce qu'il faisait. Yan-Han a expliqué qu'il essayait d'appeler son oiseau, mais qu'il ne se montrait pas. Bien que l'oiseau lui appartienne, il ne l'avait jamais vraiment élevé. Yong-Yao a plaisanté que toute créature capable de former un lien avec Yan-Han doit avoir une capacité extraordinaire à le comprendre. Il a demandé le nom de l'oiseau, mais Yan-Han a admis qu'il ne l'avait jamais nommé. Yong-Yao a soutenu que même les créatures comme la bête spirituelle, Xuan-Kai, avaient des noms, donc chaque être devrait en avoir un. Passant au sujet suivant, Yan-Han voulait que Yong-Yao voie quelque chose. Il s'est délibérément coupé la main, ce qui a poussé Yong-Yao à le gronder pour avoir créé plus de blessures. Cependant, Yan-Han voulait lui montrer que, étrangement, son sang ne flétrissait plus les êtres vivants comme les plantes. Yong-Yao a supposé que le poison de Yan-Han avait disparu et a tendu la main pour le toucher. Mais Yan-Han l'a arrêté, refusant de le laisser prendre un tel risque imprudent. Ensuite, Yong-Yao a montré à Yan-Han quelque chose de drôle. Il l'a soudain fait tomber directement dans le même étang qu'il avait découvert plus tôt. Yan-Han a été surpris qu'une simple cour se soit transformée en plan d'eau. Yong-Yao a expliqué que nager dans une direction les ramènerait à leur emplacement d'origine, mais qu'il y avait un autre chemin à explorer. Curieux, ils l'ont suivi et sont arrivés à un marché en périphérie. Comme ils ne savaient pas où ils étaient, Yong-Yao s'est approché d'une jeune femme et a demandé des indications pour la résidence de Madame Fuling. Elle leur a dit que c'était au nord, mais Yan-Han a trouvé cela étrange. D'après leur mouvement précédent, la maison de Fuling aurait dû être au sud. Cependant, comme ils ne connaissaient pas la région, ils ont décidé de suivre les instructions de la fille, mais au moment où ils ont commencé à marcher, la fille a soudainement disparu. Un propriétaire de restaurant de nouilles leur a crié, demandant s'ils voulaient manger avant qu'ils ne ferment pour se préparer au festival de demain. Quand ils se sont renseignés sur le festival, il a expliqué que c'était un événement établi par Lady Fuling pour honorer une certaine grande figure. Curieuse, Yong-Yao a demandé qui était cette personne et le commerçant a révélé que ce n'était autre que Fuling. Il a ensuite commencé à raconter comment, dans le passé, lorsque les démons semèrent le chaos parmi les humains, c'était le seigneur Fuling qui faisait en sorte que les démons révèlent leur véritable forme aux humains, et c'était lui qui accordait des bénédictions et sauvait les gens de la souffrance. Yong-Yao a supposé que s'ils organisaient une cérémonie sacrificielle pour lui, cela devait signifier que Lord Fuling était déjà mort. Cependant, le propriétaire de la boutique de nouilles est devenu en colère, insistant sur le fait que Fuling était un être spécial avec un corps immortel et ne pouvait pas simplement mourir comme une personne ordinaire. Cette nuit-là, la cérémonie a eu lieu. Pendant ce temps, Jilei, en voyant sa mère dans la fleur de l'âge, jeune et radieuse, avait du mal à le croire, surtout en se souvenant d'elle comme une femme âgée et triste dans ses dernières années. Elle ne pouvait pas accepter cette réalité. Monsieur Shan, qui était également présent de manière inattendue, a remarqué que si même Jilei ne pouvait pas l'accepter, alors comment pouvait-il éventuellement se faire à cette époque? Au même moment, Yan-Han a révélé à Yong-Yao que, dans le passé, les exterminateurs de démons comme eux étaient considérés comme faisant partie du clan Yin-Yang. Cependant, l'essor et la disparition soudaine de l'âge d'or des exterminateurs de démons n'avèrent pas d'indices ou d'explications. Soudain, au milieu de la cérémonie, une forte rafale de vent a traversé. Reconnaissant l'aura de ce vent, Yan-Han l'a poursuivi, seulement pour découvrir qu'il avait soudainement disparu. Yong-Yao a également suivi et a réalisé que le vent semblait être l'oiseau de Yan-Han. Il a conseillé à Yan-Han de lui donner un nom au lieu de l'appeler simplement vaguement. Yong-Yao a ensuite remarqué que le ciel s'était soudainement éclairci, même si la nuit venait juste de commencer. Les deux se sont approchés d'un local et ont demandé des informations sur la cérémonie, seulement pour se faire dire que le rituel aurait lieu demain. La vieille dame qui avait donné des gâteaux à Yong-Yao pensait aussi qu'ils étaient des étrangers. Quand Yong-Yao a essayé de lui rappeler qu'elle lui avait donné des gâteaux plus tôt, elle a prétendu ne jamais l'avoir rencontré auparavant. Sans autre choix, il s'est retiré. Alors que les deux erraient à travers la ville, ils ont interrogé plusieurs personnes, mais aucune ne semblait les reconnaître. Même les deux servantes de Lady Fuling ont agi comme si elles ne les avaient jamais vues auparavant. Puis, de manière inattendue, Yong-Yao a de nouveau rencontré la fille de la périphérie et elle les a toujours reconnus. Elle a expliqué qu'elle était là depuis longtemps et savait que les gens ici ne vivaient et n'agissaient que selon des rôles prédéfinis. C'était une boucle temporelle qui redémarrait chaque matin avant le festival et durait jusqu'à la nuit de la cérémonie. Elle était piégée dans cette boucle depuis longtemps,
Quelques jours plus tôt, Monsieur Shan avait cherché Jilei de façon inattendue, prétendant être un vieil ami de Madame Fuling. Jilei, croyant que sa mère était décédée, a essayé de le renvoyer, mais Monsieur Shan les a rassurés qu'il était venu pour aider. Il a demandé s'il voulait revoir Lady Fuling. À ce moment-là, Jilei a refusé de le croire, insistant sur le fait que sa mère était morte et lui avertissant de ne pas plaisanter à ce sujet. Cependant, Monsieur Shan lui a assuré que s'il disait qu'il y avait un moyen, alors il y avait effectivement un moyen. Il a ensuite demandé s'ils avaient déjà entendu parler de l'époque du clan Yin-Yang, la période la plus glorieuse pour les exterminateurs de démons. Jilei a admis que sa mère en avait déjà parlé, mais personne d'autre autour d'eux n'en avait jamais parlé. Elle savait que c'était une époque où les gens respectaient et admiraient profondément les exterminateurs de démons, mais elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé ensuite, ni pourquoi cela avait été oublié par l'humanité. Monsieur Shan a expliqué que cet âge d'or avait été créé par ceux qui avaient été choisis, et que leur mère était l'une des personnes les plus vénérées de cette époque. Il a ensuite demandé si Jilei ne souhaitait pas voir cet âge à nouveau. Pendant ce temps, Yongyao a demandé à la fille, puisqu'elle était ici depuis si longtemps, si elle savait comment s'échapper. Cependant, elle a répondu qu'elle ne savait pas et qu'elle ne souhaitait pas partir. Yongyao se demandait ce qu'était cet endroit et pourquoi ils étaient là. Elle croyait avoir déjà tout expliqué dans sa lettre précédente. Yan Yan a alors réalisé que la lettre qu'ils avaient reçue plus tôt n'était pas de son père, mais de cette fille. Elle n'a pas révélé qui elle était, seulement qu'elle avait toujours été là, existant pour observer tout ce qui se passe en ce lieu, jour après jour, mois après mois. Tout ici continuerait de se répéter exactement de la même manière, car ce sont des événements qui s'étaient déjà produits dans le passé. Et pourtant, paradoxalement, ce n'était pas le passé. Elle ne pouvait pas leur fournir de réponses détaillées, seulement répondre par oui ou non aux questions. Yongyao a ensuite demandé si cet endroit était réel. Elle a répondu que c'était réel, mais pas entièrement réel non plus. On pourrait dire que c'était comme une pièce de théâtre. Yan Yan a compris et a expliqué à Yongyao que bien que cet endroit soit une illusion, leur expérience de celui-ci était réelle. La raison pour laquelle elle avait dit que ce n'était pas le passé était parce que le passé était quelque chose qui pouvait changer le futur, alors que peu importe ce qu'ils faisaient ici, cela n'affecterait ni la réalité ni le futur. Yongyao a alors demandé si elle était prête à les aider à s'échapper, mais elle a répondu qu'elle était quelqu'un que les autres n'oubliaient jamais, et elle voulait savoir ce que cela faisait d'être oubliée. Yongyao lui a suggéré de se présenter d'abord et lui a dit leur nom à lui et Yan Yan pour que la prochaine fois qu'elle les rencontrerait, elle n'ait plus besoin de demander. Quand il a demandé son nom, elle a révélé qu'elle s'appelait Qingwen. Pendant ce temps, Madame Fuling poursuivait ses préparatifs pour la cérémonie et a rencontré à nouveau Jilei. Voyant Jilei debout là depuis le matin, elle s'est approchée et a demandé pourquoi. Jilei a admis qu'elle regardait simplement Lady Fuling, car elle était admirée par tant de gens possédant force, pouvoir et gloire. La voir heureuse suffisait à rendre Jilei heureuse aussi. Lady Fuling était ravie d'entendre cela, mais a expliqué que son bonheur ne venait pas du pouvoir, mais des gens autour d'elle. Elle a proposé à Jilei de rester si elle n'avait nulle part où aller. Cependant, Jilei a choisi de partir et a été rapidement remarqué par Yongyao et Yan Yan qui l'ont vite poursuivi. Jilei a essayé de jeter des objets pour les ralentir, mais Yongyao l'a rapidement rattrapé et l'a retenue. Il l'a accusée de les avoir conduits ici et a insisté qu'elle devait savoir comment sortir. Cependant, elle a refusé de parler. Soudain, une silhouette masquée est apparue et a attaqué Yongyao. Alors que Yongyao esquivait, la silhouette a saisi Jilei et s'est échappée, lançant un poignard pour bloquer leur poursuite. Yongyao a tenté d'invoquer Xuan Kai pour attaquer, mais Xuan Kai n'est pas apparu. Yan Yan a commencé à trouver cela étrange, réalisant que leur capacité spéciale semblait inefficace à cet endroit. Les deux ont erré dans la ville tandis que Yan Yan réfléchissait à leur situation. Yongyao a souligné que leur pouvoir provenait d'influences externes, et comme seuls eux étaient entrés dans cet endroit, tandis que la source de leur pouvoir ne l'avait pas fait, c'était pourquoi leur capacité ne fonctionnait pas. Cependant, après la cérémonie, Yan Yan avait de nouveau perçu son oiseau à travers le vent. Cela a conduit Yongyao à déduire que la source du vent doit être l'intersection entre deux mondes. Pendant ce temps, Jilei a demandé à la figure masquée qui il était et pourquoi il l'avait sauvé. La personne, qui semblait gravement blessée, ne voulait pas qu'elle voie son visage et a fui. Il s'est ensuite effondré et a été pris en charge pour traitement par Monsieur Shan. La figure masquée n'était autre que le frère cadet de Jilei. Il tenait profondément à sa sœur et savait qu'elle était têtue et déterminée à hériter de l'héritage de leur mère.
Cependant, il s'opposait à elle parce qu'il craignait qu'elle ne suive le chemin tragique de leur mère. Monsieur Shan a rétorqué que le frère cadet était le têtu parce que Gilei n'était même pas capable d'hériter de l'héritage de Lady Fu-Ling. Elle n'était qu'une enfant adoptée, le véritable héritier était lui. Le frère cadet, réalisant que Monsieur Shan le savait, s'est demandé pourquoi il avait amené Gilei ici. La véritable intention de Monsieur Shan était d'utiliser Gilei comme un moyen de faire pression indirectement sur le frère cadet pour qu'il continue l'héritage de leur mère. Si c'était ce que sa sœur voulait, alors le frère cadet était prêt à aider Monsieur Shan. Pendant ce temps, Yong Yao a identifié une faille et a élaboré un plan bien pensé. Il s'est rendu compte où la boucle temporelle commençait, alors il a déduit que s'il commandait un repas somptueux à la fin du cycle, au moment où la boucle redémarrerait, personne ne s'en souviendrait et il n'aurait pas à payer pour cela. Yan Yan était stupéfait par le raisonnement de Yong Yao et se demandait pourquoi il n'avait pas encore coupé les ponts avec lui. Il rappela ensuite à Yong Yao que le restaurant était sur le point de fermer et qu'il ne le laisserait pas accumuler une ardoise. Alors qu'ils avaient du mal à trouver une issue, Yong Yao avait encore l'esprit tourné vers la nourriture. Yong Yao a soutenu que puisqu'ils ne pouvaient pas partir, ils devraient au moins bien vivre pendant qu'ils étaient coincés ici. Il n'avait pas tort. Les deux ont alors reconsidéré et conclu que cet espace entier avait des limites, et si elles atteignaient ces limites, elles seraient renvoyées de force. Alors, il voulait essayer de trouver le point central de cet endroit. Il courut devant, tandis que Yan Yan se rendait compte que, une fois de plus, il était laissé derrière pour payer. En explorant, Yong Yao a sauvé une enfant de la noyade, et peu après, la mère de la fille est arrivée pour le remercier. Cependant, Qing Wen a déclaré que la fille ne pouvait pas être sauvée parce que les résultats dans ce monde ne pouvaient pas être changés. Yong Yao a reconnu que, même s'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être changées quoi qu'on fasse, il y avait aussi des choses que, même en connaissant le résultat, on ne pouvait pas ignorer. Qing Wen a observé que Yong Yao et Yan Yan étaient assez bruyants par rapport aux étrangers ici. Il pensait qu'elle faisait référence aux deux enfants qu'ils avaient rencontrés plus tôt, mais il s'est avéré que c'était plus que cela. Yong Yao est ensuite retourné voir Yan Yan et a rapporté qu'après avoir testé les directions nord et sud, il avait déterminé la limite de la frontière en comptant ses pas. Maintenant, il devait vérifier les directions restantes. Les deux ont ensuite collaboré pour déterminer les limites dans les 8 directions et ont identifié le point central du monde. Il était situé près de la résidence de Madame Fu-Ling, cependant il y avait aussi une grande tour au-dessus. Yan Yan se demandait à propos de la lumière en haut, et Yong Yao a expliqué que c'était un Den Kyokwan, une lanterne avec des découpages en papier de personnes et de chevaux. Quand il tournait, il créait l'illusion de chevaux au galop. Ce mouvement sans fin a fait réaliser à Yan Yan que le monde lui-même fonctionnait de la même manière. Chemin. En même temps, un groupe de personnes en noir est apparu en haut de la tour, gardant la lanterne. Yang Yao a ensuite escaladé le mur pour entrer discrètement, comme il avait l'habitude de le faire avec les murs de Yan Han. Soudain, il a été découvert par les gardes et a dû s'enfuir. Il a trébuché et est tombé, ce qui l'a poussé à ouvrir un rouleau pour invoquer Xuan Kai, mais cela n'a pas fonctionné. Yan Han a dû intervenir pour aider, et les deux ont temporairement échappé aux gardes. Yan Han a remarqué que Yang Yao voyait enfin les conséquences de s'introduire chez les autres. Revenant au point principal, Yan Han pensait que la lanterne était la clé de ce monde et fournirait les réponses qu'il cherchait. Alors qu'il cherchait un moyen de monter, Yang Yao a accidentellement marché sur une branche, alertant ainsi les gardes. N'ayant pas d'autre choix, les deux ont chargé en avant et ont renversé leurs poursuivants. Yang Yao a ensuite tiré Yan Han sur le toit pour monter plus haut. Soudainement, Xuan Kai est apparu pour aider Yang Yao. Il a exhorté Yan Han à appeler son oiseau, mais Yan Han ne l'avait jamais nommé. Yang Yao lui a dit de choisir n'importe quel nom, alors Yan Han a lâché Kimbao, gros oiseau. Inattendu, l'oiseau a immédiatement volé vers lui, déchirant la lanterne en s'approchant. Le monde entier s'est alors fissuré et s'est progressivement dissous. Les deux ont réussi à s'échapper et Yan Han a demandé à Yang Yao si le nom de l'oiseau pouvait être changé. En rentrant chez eux, Yang Yao a demandé à Yan Han s'il savait quelque chose sur le nom Yin Yin. Yan Han a expliqué que c'était le titre utilisé pour les exorcistes qui protégeaient autrefois les gens et suivaient le seigneur Fu-Ling. Cependant, il ne savait pas pourquoi cela avait été oublié. Sa propre famille avait été invitée à suivre Fu-Ling, mais en raison de leur lignée sanguine toxique unique, ils avaient refusé d'interagir avec les étrangers. Yang Yao était surpris qu'une époque entière ait été effacée sans laisser de traces en seulement 30 ans, à l'exception des souvenirs de ceux qui l'avaient vécu. Le seul indice restant était la lanterne. Lorsque Yang Yao a demandé des nouvelles des progrès de sa restauration, Yan Han a découvert que la lanterne enregistrait seulement la météo et les événements du monde dont il venait de s'échapper. Yang Yao était étonné que quelqu'un puisse recréer un monde entier avec une telle précision. Yan Han a noté que celui qui l'a fait avait la capacité de créer des objets à partir
partir de papier, tandis que Yang Yao pouvait sceller des objets réels dans du papier, ce qui signifiait que leurs capacités étaient similaires, mais utilisées différemment. Yan Ana demandait à Yang Yao s'il pouvait créer un monde comme la lanterne, mais Yang Yao pensait que les humains devaient respecter le ciel et la terre, donc de telles choses ne devraient pas être prises à la légère. Yan Han a été surpris de l'entendre parler si sérieusement. Décidant de ne pas reconstruire la lanterne, Yan Han l'a trouvé sans intérêt. Seule la signature et le sceau avaient des fragments manquants, ce qui rendait impossible la restauration complète. Yang Yao ne pouvait plus comprendre la lanterne, ni pourquoi Qing, une personne non affectée par les règles de ce monde, s'y trouvait. Sa fascination pour le clan Yin Yin venait de l'idée que les exorcistes étaient à la fois respectés et heureux dans leur travail. Mais Yan Han était indifférent, s'étant habitué à être seul. Yan Han a alors demandé si Yang Yao pouvait identifier le type de papier utilisé dans la lanterne, en supposant qu'un artiste comme lui serait bien informé. Mais Yang Yao n'était pas sûr et devait trouver un autre moyen de le déterminer. Quand Yan Han était confus, Yang Yao a expliqué qu'il avait plus d'un esprit, bien que tous n'étaient pas aussi obéissants que Xuan Kai, donc il les invoquait rarement. Il a ensuite décidé d'en appeler un autre Jian Shu. Dès son apparition, elle a immédiatement lancé des mots durs à Yang Yao, le méprisant clairement. Elle était choquée que quelqu'un d'aussi méchant que lui ait pu se faire des amis. Yan Han doutait également qu'elle soit un esprit serviteur. Yang Yao voulait son aide, mais elle l'ignorait. Il a insisté pour qu'elle le laisse au moins finir de parler, mais elle a trouvé cela amusant puisqu'il avait ignoré ses supplications par le passé. Lorsque Yang Yao lui a dit de ne pas évoquer d'anciennes affaires, elle a refusé, en disant que s'il ne l'aimait pas, il pouvait l'effacer après tout. Ce ne serait pas difficile pour lui, et ce ne serait pas la première fois. Yang Yao a affirmé que la dernière fois était involontaire, mais ces mots n'ont fait qu'enrager davantage Jianshu. Elle l'a attaqué et il a dit à Yan Han de ne pas intervenir. Jianshu a accusé Yang Yao de ne pas valoriser les vies et a juré de ne jamais lui pardonner. Même en la scellant à nouveau, elle a déclaré qu'elle ne lui pardonnerait jamais d'avoir sacrifié cet enfant. Yan Han a demandé pourquoi Jianshu le haïssait autant et qui était l'enfant. Yang Yao a expliqué que son parchemin pouvait sceller n'importe quoi, donc il était maintenant prudent avec son pinceau. Cependant, dans sa jeunesse imprudente, il avait dessiné quelque chose d'interdit, un être vivant. Cet enfant était Zilun. Dans le passé, Jianshu avait été très proche de Yang Yao, agissant comme son assistant et lui enseignant le potentiel de son parchemin. Curieux de savoir s'il pouvait sceller des objets inanimés, il l'a testé en dessinant un brocoli et a prévu d'ajouter des yeux. Cela a conduit à la création accidentelle de Zilun, un brocoli vivant et sensible. Il avait toujours le dessin de Zilun avec lui. À l'époque, il ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait fait et envisageait d'éliminer Zilun, le trouvant contre nature. C'est pourquoi Jianshu le détestait, elle croyait qu'il créait la vie de manière irresponsable et s'en débarrassait à sa guise. Pour elle, que signifiait la vie pour lui? Était-elle dictée par ses caprices? Si c'est le cas, il n'était pas meilleur qu'une bête. Yan Han se rendit compte que Yang Yao n'avait pas vraiment effacé Zilun, mais comme il ne connaissait pas sa localisation, il ne pouvait pas se réconcilier avec Jianshu. Cette nuit-là, Yang Yao y a réfléchi. Créer Zilun était son erreur, mais laisser vivre était-ce vraiment le choix responsable? Alors qu'il luttait avec ses pensées, Jianshu s'est soudainement libéré du parchemin et a pris le contrôle de son corps. Découvrant que Zilun n'avait pas été effacé, elle l'a forcé à dessiner des yeux sur Zilun pour l'invoquer. Au moment où Zilun est apparu, Jianshu lui a ordonné de fuir, et ce n'est qu'alors qu'elle a libéré Yang Yao. Lorsqu'il a demandé pourquoi elle avait fait cela, elle est restée silencieuse et est retournée au rouleau. Plus tard, ils ont rencontré deux étudiants de Jintian, A Ling, celui aux cheveux blancs, et A Chu, la fille aux cheveux noirs. A Ling se demandait pourquoi A Chu économisait autant d'argent, ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait accumuler des richesses pour changer sa vie. Ce n'est qu'avec de l'argent et de la renommée que les gens la respecteraient, tout comme leur Vientiane était vénérée par des milliers de personnes. Ayant grandi dans la pauvreté, elle était devenue obsédée par l'argent car les pauvres, même dans la mort, étaient ignorés et sans importance. Cependant, A Ling croyait que toutes les vies étaient les mêmes et ne différaient pas des animaux sauvages. Que les humains meurent ou non, cela n'était pas différent des plantes ou des bêtes qui périssaient. Ce matin-là, Yang Yao est allé chercher Romanonzagno. Dans le passé, Jianshu l'avait réprimandé pour avoir créé une nouvelle vie sans y réfléchir soigneusement. Il trouvait Zilan plutôt doux, mais Jianshu lui a donné un coup pour l'avoir blessé. Le fait que Zilan puisse ressentir la douleur signifiait qu'il avait également la capacité de vivre la naissance, le vieillissement,
la maladie et la mort comme n'importe quel autre être vivant. Yang Yao a cherché Zilan partout où il pouvait, mais les gens pensaient probablement encore qu'il était fou de chercher un brocoli avec des yeux. Il s'était aussi demandé une fois si Zilan mangeait ou buvait et avait découvert qu'il ne mangeait pas de légumes, peut-être parce que ce serait comme manger son propre genre. Mais il aimait les œufs de 100 ans. À ce moment-là, Jianshu avait forcé Zilan à devenir indépendant en lui apprenant à utiliser des baguettes pour ramasser nourriture. Peu importe à quel point Zilan essayait, il ne pouvait pas le faire, alors Yang Yao voulait aider. Cependant, Jianshu était très strict, incarnant l'essence d'une mère asiatique typique. Actuellement, Yang Yao a soudainement demandé à un groupe d'enfants et a appris où se trouvait Zilan. Dans le passé, il y avait un moment où Yang Yao était resté avec Zilan dans un temple abandonné. Il avait déjà du mal à s'occuper de lui-même. Pourtant, maintenant, il avait accueilli un enfant profiteur comme Zilan. Voulant aider, Zilan lui avait apporté des oignons et de l'ail, mais il les a rejetés comme de la nourriture qui ne le remplirait pas. Se sentant coupable, Zilan ne pouvait que bouder dans un coin. Contre toute attente, Yang Yao a pensé que cela ressemblait à une délicieuse assiette de brocoli. Et quand Jianshu est revenu avec du poisson pour lui, elle l'a trouvé en train de mordre la tête de Zilan, ce qui l'a poussé à le battre. À ce moment-là, Yang Yao a remarqué un jeune garçon se faire harceler et traiter de monstre par un groupe d'enfants. Cela lui rappelait quand Zilan avait été découvert par les villageois et qualifié de monstre. Lui-même avait été impliqué, considéré comme un complice du monstre, et chassé par les villageois, l'obligeant à fuir avec Zilan dans ses bras. Lorsqu'il est revenu, Jianshu lui a conseillé d'ignorer ces villageois ignorants, car il n'avait aucune idée de l'effort que tous deux avaient déployé pour les protéger. Elle a refusé d'accepter l'idée qu'elle devait protéger des gens qui la voyaient comme un monstre dangereux. Les gens ordinaires ne pouvaient ni voir ni nuire au monstre, mais ils prenaient quand même la peine de la harceler, elle et Zilong. Cependant, à l'époque, Yang Yao pensait aussi que la peur des villageois envers Zilong n'était pas totalement infondée, car lui aussi avait peur. Bien que Zilong puisse être inoffensif maintenant, qui savait ce qu'il pourrait devenir à l'avenir? Il ressentait une peur profonde à l'idée que la vie qu'il avait créée puisse se transformer en quelque chose de terrifiant. Parce que Zilong était un être qu'il avait créé, quelque chose qui ne devrait même pas exister dans ce monde, il sentait que c'était sa responsabilité de l'éliminer. Entre-temps, Hachiu est arrivé dans un village pour avertir les villageois des 3 mois de fortes pluies et d'inondations imminentes, affirmant qu'elle pouvait empêcher le désastre à condition qu'il lui paie une petite somme. Les villageois, croyant que la pluie et les tempêtes étaient dictées par la nature, voyait Hachiu comme une fraude. Après tout, il n'avait jamais entendu parler de Jintian, qu'elle servait. Ling lui conseilla de ne pas se précipiter, car cet endroit était loin de là où Jintian résidait. Il était donc naturel que les villageois ne soient pas au courant. Les nuages sombres se sont bientôt rassemblés densément dans le ciel. Ling a fait remarquer que si la pluie devenait assez désastreuse, il viendrait chercher de l'aide. Elle est ensuite rentrée et a conseillé à Hachiu de ne pas agir trop impulsivement à l'avenir. Si les gens n'ont pas d'abord éprouvé quelques difficultés, ils ne seront pas disposés à dépenser de l'argent pour eux. Ils devaient laisser les eaux de crue monter pendant quelques jours avant de proposer leur service. Ce n'est que lorsqu'ils accorderaient de l'espoir aux gens dans leurs moments les plus sombres qu'ils seraient vus comme des saints vivants. S'ils émettaient des avertissements de catastrophe alors que tout était encore paisible, ces ignorants les considéreraient seulement comme des porteurs de malheur. Ensuite, Hachiu voulait jeter un œil à l'objet qu'Ling avait apporté. Ling a ouvert la salle de stockage et a révélé à Hachiu qu'à l'intérieur de la cage se trouvait un monstre qui apportait des tempêtes. Il avait été scellé à l'intérieur par Jintian, et il ne faisait que le transporter pour contrôler la pluie à un niveau modéré. Cependant, si le seau était complètement levé, le monstre s'échapperait. Il avait le corps d'une bête, la tête d'un humain, des ailes pour voler, mais il pouvait aussi ramper comme un serpent. Ling a averti que le seau ne devait pas entrer en contact avec de l'eau, sinon il perdrait son effet. Hachiu pensait qu'Ling s'inquiétait trop car la créature était emprisonnée et enveloppée dans un tissu imperméable, ce qui rendait impossible l'accès de l'eau. Cependant, il valait mieux être prudent car si quelque chose se passait mal, il ne pourrait pas assumer la responsabilité du chaos que le monstre causerait. Le lendemain matin, Hachiu s'est rendue dans un autre village au-delà de la portée de la tempête. Là, elle a trouvé un groupe d'enfants taquinant Zilong. Zilong s'est transformé en arbre pour les effrayer, mais ils n'ont pas été intimidés. Hachiu et ses compagnons ont dû intervenir pour les arrêter et emmener Zilong. Zilong pouvait même parler et la remercia, ce qu'elle trouva amusant. Pendant ce temps, Yang Yao passait par là, mais n'était pas au courant que Zilong était là. Plus tard, Ling a entendu dire qu'Hachiu avait ramené quelque chose et est allé vérifier pour découvrir qu'Hachiu utilisait Zilong pour tromper les villageois en prétendant que c'était un arbre divin pour extorquer de l'argent. Comme Ling ne pouvait pas faire se transformer Zilong en arbre sur commande,
Elle a poussé sa tête, le faisant pleurer. Les villageois l'ont immédiatement vue comme une fraude, alors elle a serré la tête de Zilong fermement, le faisant mal jusqu'à ce qu'un arbre en sorte. Cependant, le toit effondré a endommagé la salle de stockage où le sceau du monstre était conservé. Les villageois, croyant que Zilong était vraiment un arbre divin, se sont agenouillés et l'ont adoré. Pendant ce temps, l'eau a fait rétrécir Zilong et une goutte d'eau est tombée sur le sceau du monstre. Au moment où Aling a senti que quelque chose n'allait pas et s'est précipité, il était déjà trop tard. Le monstre s'était complètement libéré et avait commencé à semer le chaos. Hachiu a couru vers Aling, lui suggérant qu'ils travaillent ensemble pour arrêter le monstre avant qu'il ne détruise le barrage. Cependant, Aling avait évalué la situation et était confiante que le barrage ne casserait pas tant que le monstre ne s'éloignait pas trop. Juste au moment où elle terminait de parler, le monstre a déployé ses ailes et s'est envolé, les forçant tous les deux à se lancer à sa poursuite. Ils ont vite trouvé le monstre en train de ravager près d'un village, mais Hachiu a remarqué qu'Aling ne semblait pas trop pressée et observait simplement la situation. Elle n'était pas sûre si Aling élaborait un plan ou si elle gagnait juste du temps. Soudain, ils virent le monstre se figer sur place comme s'il était attaqué. Tous deux aperçoivent rapidement Yang Yao à proximité. Hachiu le reconnaît comme celui qui avait sollicité ses services en échange de l'alcool de Yan Han. En entendant que Yang Yao avait maîtrisé une statue de pierre gardienne en un instant, Aling décide de l'approcher. De manière inattendue, elle a attaqué Yang Yao, l'empêchant de continuer son dessin. Elle avait entendu parler de Yang Yao en tant que spécialiste de la capture des démons avec de l'encre et du papier, et elle avait maintenant l'occasion de le rencontrer en personne. Elle admirait son talent pour exorciser les démons et sauver des gens, mais comme le monstre appartenait à Jin Tian, elle voulait le capturer elle-même et ne laisserait pas Yang Yao intervenir. Yang Yao cependant ne se souciait pas de savoir à qui appartenait l'animal, s'il blessait des gens, il ne le laisserait pas se promener librement. Il a ensuite convoqué Xuan Kai pour affronter Aling. Cependant, Xuan Kai n'a pas pu s'approcher d'elle. Yang Yao a réalisé que Xuan Kai semblait affaibli et Aling l'a immédiatement informé que la pluie du monstre avait le pouvoir d'affaiblir les créatures mystiques prises dans celle-ci. Il a essayé de rappeler Xuan Kai, mais Xuan Kai a obstinément continué à se battre. Aling a ensuite plaqué Yang Yao contre le mur et Xuan Kai a été transpercé par son attaque. Désespéré, Yang Yao a appelé Jiansu, sachant qu'elle lui en voulait, mais qu'il avait plus que jamais besoin de son aide. Il utilisa son propre sang pour invoquer Jiansu et la supplia de détruire le monstre avant qu'il ne devienne trop dangereux. Jiansu est apparu et s'est engagé dans un combat avec Aling, tandis que Yang Yao se précipitait pour sauver Xuan Kai. En réalisant son erreur, il a scellé Xuan Kai à nouveau dans le rouleau. Alors que Jiansu se battait, elle a soudainement remarqué Zilong à proximité et l'a rapidement piégé avec une corde. Ravie de revoir Zilan, elle a été prise au dépourvu lorsque Aling a lancé une attaque surprise, la forçant à lancer Zilan vers Yang Yao. Il a couru en avant et l'a attrapé, incertain de devoir se sentir heureux ou troublé de revoir Zilan. Jiansu avait déjà perdu ses deux bras à ce stade, et Yang Yao ne pouvait pas trouver un endroit sec pour finir de dessiner le monstre, car bien que le papier soit imperméable, l'encre se dissoudrait toujours sous la pluie. Son anxiété a été perçue par Zilan, qui est alors devenu un arbre massif et a exhorté Yang Yao à sauver Jiansu. Yang Yao avait toujours craint de ne même pas pouvoir se protéger, mais il ne pouvait pas rester là à regarder ces monstres semer le chaos chez des gens innocents. Il voulait sauver les autres, non pas pour la gratitude, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Toutefois, ceux qui l'avaient protégé s'étaient retournés contre lui simplement parce qu'il était différent. Aujourd'hui, il vénère Zilan comme un arbre divin, mais demain, il pourrait le voir comme un monstre. Il se sentait coupable d'avoir amené Zilan dans un monde si cruel, il ne pouvait pas supporter de voir l'enfant qu'il avait créé souffrir, et il n'avait aucun moyen de prendre ce fardeau à la place de Zilan. Tout ce qu'il pouvait faire était de se reprocher d'être trop faible et de s'excuser auprès de Zilan encore et encore, jusqu'à ce que le monstre soit finalement maîtrisé. Mais au moment où le monstre a disparu, lui et Jiansu ont été stupéfaits que Zilan ait été réduit à un simple jeune arbre. Jiansu retourna au parchemin et avant que Yang Yao ne puisse réagir, Aling attaqua soudainement et le maîtrisa. Elle avait l'intention de prendre le parchemin, mais avant qu'elle ne puisse le faire, une silhouette précipita, quelqu'un qui avait autrefois aidé Yang Yao sur le navire. C'était Wang Yan. Wang Yan trancha facilement à travers les fils d'acier de Aling et se rapprocha d'elle, la forçant à déployer ses fils plus densément pour le contrer. Wang Yan avait longtemps cherché quelque chose qu'il ne pouvait pas couper. Hachiu arriva à ce moment-là et, réalisant qu'elle ne pouvait pas gérer Yang Yao et Wang Yan seule, Aling n'eut d'autre choix que de se retirer. Hachiu serait seulement un obstacle et il semblait qu'il ne pourrait pas récupérer le monstre aujourd'hui. Elle ordonna donc un repli total. Ce n'est qu'après que les choses se soient calmées que Yang Yao demanda pourquoi Wang Yan était là. Wang Yan a révélé qu'il avait enquêté sur le savant du navire.
selon la demande de Yang Yao, et découvert que sa famille avait été trompée et dépouillée de tous leurs biens par un groupe de pratiquants utilisant des arts sombres. Ce groupe n'était autre que les personnes qui venèrent de fuir, les disciples de Jin Tian des régions du Nord. Jin Tian avait récupéré de vastes terres et établi sa propre secte, étendant son influence en envoyant des disciples à travers le pays pour répandre de fausses déclarations, exploiter les croyances religieuses et escroquer les gens de leurs richesses. En résumé, ils n'étaient rien d'autre que des escrocs. Le secte de Shaoqing enquêtait sur Jin Tian depuis longtemps. Yang Yao le remercia d'avoir pris la peine de se renseigner à ce sujet. Shaoqing, cependant, était curieux de savoir pourquoi Yang Yao s'était mêlé à eux au départ. Yang Yao a ensuite parlé de Zilan et a exprimé ses profonds regrets et sa peur de faire face à Zilan, sachant qu'il avait commis une erreur en le mettant au monde. Pourtant, maintenant qu'il était parti, il ne ressentait aucun soulagement, seulement du vide. Shaoqing pensait que Yang Yao réfléchissait trop. Au lieu de se noyer dans le regret, il aurait dû simplement demander à Zilan s'il regrettait d'être né, quelle responsabilité il lui devait réellement et comment il percevait les gens autour de lui. Il a souligné sans détour que Yang Yao n'avait pas peur de Zilan ou de l'opinion des autres. Ce qu'il craignait vraiment, c'était son propre pouvoir, le fait que son parchemin pouvait créer la vie elle-même. Mais le sort de chacun devrait être entre ses propres mains et il n'y avait aucune raison de regretter cela. Zilan avait choisi de se sacrifier pour le sauver en utilisant ses propres capacités et pourtant, là était Yang Yao, effrayé par son propre pouvoir. C'était complètement ridicule. Leurs capacités étaient accordées par les cieux pour éliminer le mal et protéger le peuple, non pas pour être ridiculisé par les autres. Shaoqing a ensuite fait remarquer qu'il avait mal jugé Yang Yao, pensant qu'il était une personne intelligente. Avec cela, il s'est éloigné, laissant Yang Yao aux prises avec le poids de ses propres doutes et de sa bêtise. Pendant ce temps, Jin Tian était furieux qu'Achu ait permis à son monstre scellé d'être capturé. Décidant qu'elle n'était plus d'aucune utilité, il ordonna qu'elle soit éliminée. Plus tard, Yang Yao revint trouver Yan Han qui produisait sans relâche de l'encre pour aider Xuan Kai à retrouver ses forces. Yan Han fut surpris d'apprendre que Xuan Kai avait été affaibli par la pluie. Yang Yao a expliqué que l'eau du monstre était spéciale, elle pouvait même éteindre des flammes divines. Juste à ce moment, on a frappé à la porte. Ils l'ont ouverte pour se retrouver face à face avec une jeune femme et un assassin. La fille a dit qu'elle n'était pas là pour acheter le vin de Yan Han, mais pour récupérer une dette. Comme ils avaient endommagé une lanterne qu'elle avait fabriquée pour un client, elle était venue demander une compensation. Yang Yao a immédiatement blâmé Yan Han et lui a laissé la responsabilité de payer, mais la fille ne voulait pas d'argent, elle voulait leur vie à tous les deux. L'assassin à ses côtés se jeta sur eux, forçant Yan Han à intervenir et à se défendre, mais il fut rapidement submergé. Yang Yao fut alors obligé de se battre, mais l'assassin les projeta rapidement tous les deux à l'extérieur et dégaina son épée pour frapper. Yan Han chercha ses plumes pour attaquer, mais la fille lui rappela que son assassin mourrait quand même s'il entrait en contact avec le sang de Yan Han. En raison de sa clémence, Yan Han a été abattu. Alors que la fille était sur le point de lui ôter la vie, Yang Yao s'est précipité vers eux, mais le fil rouge de la fille s'est soudain transformé en oiseau et s'est envolé. À la surprise générale, elle a ensuite baissé la tête, s'est excusée auprès de Yan Han et a demandé son aide. Yang Yao était complètement perplexe. Une fois à l'intérieur, elle se présenta comme Xingji, d'une nation orientale. Yan Han reconnut sa famille comme un clan spécialisé dans le renseignement et le commerce d'informations. Elle admit sa faute et demanda le pardon de Yan Han, mais Yang Yao resta méfiant, croyant qu'elle était une fraude. Cependant, elle a révélé qu'elle savait pour l'esprit blessé de Yang Yao et qu'il était actuellement soigné dans la maison. Elle a affirmé qu'elle pouvait aider à guérir Xuan Kai, mais Yang Yao l'a rejeté, croyant que tremper Xuan Kai dans de l'encre pendant quelques jours serait suffisant pour récupération. Xingji s'est moqué de son encre, la qualifiant de bon marché et indigne d'être considérée comme un véritable remède pour Xuan Kai. Elle a ensuite proposé un accord. Si Yang Yao l'aidait, elle sauverait Xuan Kai. Yan Han ne voyait initialement aucun avantage dans cet arrangement, mais étant donné que retarder davantage ne ferait que mettre Xuan Kai en danger, il a permis à contre-cœur à Yang Yao d'accepter l'offre. Quand ils ont amené Xuan Kai dehors, Xingji a remarqué qu'il n'était rien de plus qu'une coquille vide. Elle a expliqué qu'utiliser son encre le modifierait de manière imprévisible, mais elle ne pouvait pas dire avec certitude quel serait le résultat. Elle a ensuite libéré l'encre dans Xuan Kai et une transformation inattendue s'est produite. Xuan Kai est devenu plus masculin et a même acquis la capacité de parler. Ses premiers mots traitaient Yang Yao de petit.
Il a ensuite regardé autour de lui et trouvé l'endroit plutôt miteux, tandis que Xingji réalisait que Xuan Kai avait absorbé une partie de sa personnalité. Et pour être franc, l'endroit était en effet assez vieux. Yan Han, mécontent, a menacé de les expulser tous, obligeant Xingji à le calmer rapidement. Xingji a ensuite interrogé Yang Yao, lui demandant s'il ne s'était jamais demandé pourquoi Xuan Kai était toujours resté silencieux. La raison, expliqua-t-elle, était qu'il avait perdu la moitié de son âme. Chaque être vivant était formé de 3 âmes, chacune accordée par un des 3 royaumes. Le ciel accordait la révérence, la terre fournissait la tradition, et l'humanité façonnait l'individualité. Quand une personne mourait, ses âmes retournaient dans leurs royaumes respectifs. Les monstres, cependant, ont été créés par les griefs persistants de l'âme humaine qui les empêchaient de passer à autre chose. Xuan Kai, étant une âme de la terre, n'avait conservé que des capacités de combat, mais manquait de personnalité ou de parole. Elle ne savait pas où étaient au passé ces 2 autres âmes, mais comme il était un esprit d'encre, il était probable que son propriétaire précédent ait utilisé son âme pour écrire quelque chose de grande importance. Xuan Kai, n'ayant aucun souvenir, n'avait aucune idée de qui était son ancien propriétaire. Xingji ne pouvait utiliser que de l'encre pour empêcher temporairement sa dissolution complète, mais s'il continuait à compter sur cette méthode, il finirait par devenir rien de plus qu'un bâton d'encre ordinaire plutôt qu'un être sensible. La seule façon de vraiment le sauver était de récupérer les écrits qui avait absorbé son âme et de les réintégrer en lui. Cependant, il ne savait pas par où commencer à chercher. Xuan Kaiyo a refusé d'aller avec Xingji pour qu'elle enquête en son nom, mais Yan Han voulait aller droit au but. Quel problème Xingji rencontrait-elle? Elle a admis que l'information qu'elle était sur le point de partager était très précieuse. Elle attendait donc une compensation. Yan Han a immédiatement décidé qu'il n'avait plus besoin de son aide et lui a montré la porte. Forcé de reconsidérer, Xingji a cédé et a fait une exception pour lui. Elle a ensuite révélé que son clan possédait une méthode pour enregistrer toute la vie d'une personne et une technique pour déterminer si la vie de quelqu'un avait une réelle valeur. L'assassin venait de mettre le bracelet, mais il n'a pris aucune forme distincte. Cependant, lorsque le même fil a été placé autour du cou de Yan Han, il s'est tissé de manière complexe en forme d'oiseau. Cela a convaincu Xingji que la vie de Yan Han avait une grande valeur. Elle voulait qu'il porte le bracelet pour qu'il puisse enregistrer sa vie, car elle devait déterminer s'il valait la peine de négocier avec son clan. Sinon, lui et Yang Yao devraient rembourser leur dette pour avoir endommagé sa lanterne. Le prix de cette lanterne était la durée de vie totale de chaque être vivant à l'intérieur. Yang Yao pensait initialement que cela ne durerait que quelques jours, mais après avoir calculé en multipliant ces jours par les milliers de personnes et les centaines d'animaux à l'intérieur, le coût s'élevait à plus de 100 années. Si divisé, chaque individu perdrait 50 années de vie, ce qui semblait toujours gérable. Cependant, en entendant cela, Yan Han et Yang Yao ont pâli et n'ont eu d'autre choix que de se conformer à la demande de Xingji pour éviter la dette. Yan Han a accepté de l'aider, mais ne voulait pas que Yang Yao s'en sorte sans contribuer, alors il a demandé si Yang Yao avait des dettes à payer. Xingji était également curieuse de la vie de Yang Yao et a essayé de la mesurer avec son bracelet. Cependant, le fil a complètement disparu de manière inattendue, ce qui l'a amené à conclure que Yang Yao était probablement une existence perdue dont personne ne se souviendrait. Elle a ensuite demandé comment ils étaient entrés dans le monde de la lanterne, mais aucun d'eux ne le savait. Il n'y avait que 3 façons d'entrer. La première, être personnellement amené par un membre de son clan. La deuxième, posséder une clé. Ou la troisième, obtenir la permission du client qui a commandé la lanterne. Le client n'était pas les 2 enfants de Lady Fuling, mais plutôt Lord Fuling, né des cieux et de la terre, vénéré dans la légende comme quelqu'un qui surpassait tous les autres. Aucun d'eux n'avait de lien avec Fuling, donc Xingji a décidé de visiter la scène le lendemain pour chercher des indices. Yan Han a décidé que Yang Yao l'accompagnerait pendant qu'il restait à la maison. Xingji pensait que Yan Han la laisserait passer la nuit, mais il les a tous expulsés sans hésitation. Xingji et son assassin sont allés chercher une auberge, tandis que Yang Yao, comme d'habitude, dormait sur le toit de Yan Han. Curieuse de savoir comment le clan de Xingji gagnait de l'argent, Yang Yao lui a posé la question. Elle a expliqué qu'il travaillait autrefois comme scribe royaux, enregistrant l'histoire pour la cour impériale, et faisait également du commerce d'intelligence. Cependant, lorsque la dynastie a changé, son clan a été contraint de se retirer dans les montagnes et a commencé à prendre des commandes privées pour documenter les vies. Yang Yao trouvait incroyable que simplement enregistrer des informations et activer la lanterne puisse créer une telle illusion. Cependant, comparé au parchemin qu'il possédait, la puissance de la lanterne était bien inférieure. Le parchemin détenait une force bien plus grande. Le lendemain matin, lorsqu'ils sont arrivés sur le site, Xingji n'a trouvé aucun indice utile et a décidé de chercher la clé de l'illusion. En tant que créatrice de la lanterne,
elle avait un moyen de la localiser. Soudain, Monsieur Shan est apparu derrière eux. Xingji le reconnut immédiatement comme l'assistant d'un roi du Nord. Monsieur Shan était également l'ancien maître de Xuan Kai et celui qui détenait la clé des illusions. Il a demandé à Xingji d'arrêter de poursuivre le problème de la lanterne, puis a révélé à Yang Yao que l'âme de Xuan Kai avait été utilisée pour écrire des documents historiques de l'époque que Yang Yao avait vus dans l'illusion, et de l'époque où la tribu Yin Yin était vénérée, seulement pour être trahie et oubliée. Si Yang Yao souhaitait découvrir les secrets de cette époque, il devait se diriger vers le sud-est. Une fois qu'il aurait trouvé les anciens textes relatant cette ère, il apprendrait à la fois la vérité et comment sauver Xuan Kai. Après avoir transmis ce message, Monsieur Shan est parti. Déterminé à sauver Xuan Kai à tout prix, Yang Yao a décidé de se lancer dans cette aventure. Pendant ce temps, Hachu a reçu une tâche de Jin Tian et est parti avec le 4e disciple. En entendant cela, Aling a senti ce qui allait se passer et a demandé à Hachu si elle avait un dernier souhait. Hachu en avait beaucoup, mais Aling ne lui a permis d'en choisir qu'un. Cependant, Hachu voulait revenir avant de prendre une décision. Aling, elle aussi, espérait qu'Hachu rentrerait sain et sauf. Et avec cela, l'épisode s'est terminé.